Donc, Julie Fabre est agrégée d'art plastique et docteur en arts plastiques et sciences de l'art à l'Université d'Aix-Marseille. Sa thèse est intitulée « L'œuvre précaire ». De 2009 à 2012, vous avez bénéficié, Julie, d'un partenariat avec le FRAC PACA pour mener à bien vos recherches. Vous êtes par ailleurs membre du comité de rédaction de la revue d'art et d'esthétique Tête à Tête depuis 2016 et vous développez une pratique de commissariat d'exposition. Vous avez contribué au catalogue de l'exposition R, Variations limbiratiques, du Centre Pompidou-Metz, et vous êtes l'auteur de plusieurs articles, dont le dernier en date a été publié aux presses universitaires du Midi dans l'ouvrage collectif Espace d'interférence narrative, art et récit au XXIe siècle. Votre présentation est intitulée Exposition et traduction, la variabilité des œuvres de Pierre Huyghe en question. Nous avons très rapidement mentionné Pierre Huyghe lors de l'introduction hier, donc ça sera l'occasion de développer en détail sa pratique au regard des problématiques qui nous intéressent. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Effectivement, je vais vous proposer une traversée de l'œuvre de Pierre Huyghe autour des questions d'exposition et traduction. Et vous allez voir que beaucoup de choses vont continuer et découler par rapport à ce qui a été dit précédemment. Lorsque j'ai rencontré l'œuvre de Pierre Huyghe et que j'ai décidé de m'y plonger, c'était en 2012, au moment de la création d'Untild et de la Documenta de Kassel. Un homme qui déambule dans un jardin en friche, un compost à l'égard du site officiel, un lévrier à pâte rose, un chiot, des matériaux de rebut dans un terrain vague, un essaim d'abeilles sur la tête d'une sculpture, un chien abattu, des insectes, des buttes de terre, des flaques d'eau, des plantes, et des visiteurs épars qui flânaient aux horaires d'ouverture. Je n'ai pas pu me rendre à la Documenta, mais j'ai arpenté l'espace de la rétrospective de Pierre Huyghe en 2013 au Centre Pompidou. Et comme beaucoup de monde, j'ai été saisie par ce qui s'y produisait. Je suis restée une semaine, m'y rendant un peu tous les jours pour y passer du temps, en sortir, y revenir, m'y perdre. J'ai réitéré l'expérience à Cologne, au Ludwig Museum, avec la même temporalité. Et là-bas, les mêmes choses s'y déroulaient, mais tout avait changé. Bien sûr, le site était différent. L'architecture du musée, son histoire, l'organisation des espaces, la déambulation. Il y avait moins de monde, les lieux étaient plus étirés, plus sombres, sur 2 niveaux. Human, le fameux chien de Untild, était là. Le jeune homme à la cicatrice aussi. Mais la patinoire présente à Paris était défoncée. On pouvait la voir en surplomb, les fourmis étaient plus visibles, et l'ouverture extérieure ressemblait davantage à un jardin. J'avais avec moi les plans de chaque exposition, comme les cartes de territoires inconnus, qui n'auraient d'existence que pendant 3 ou 4 mois, tout au plus. Ces plans reprenaient le périmètre des lieux pour y situer les œuvres, puisqu'aucun cartel ne permettait de les repérer in situ. Je connaissais pour ainsi dire le travail de Pierre Huyghe par bribes, ses films, le remake de Fenêtre sur cour, Dubbing, Blanche-Neige Lucie, Third Memory, Anne Lee, This is not a time for dreaming, Streamside Day, ses projets d'exploration entre fiction et réalité, L'expédition scintillante, A Journey That Wasn't. Mais dans les espaces de la rétrospective se déployaient bien d'autres choses. Des objets, des sculptures de plus ou moins grande taille, des extraits sonores de conférences, des affiches, des textes, des livres, des dessins, des photos, un grand tas de poudre rose, des pans de cimaises grattées, la marionnette de l'artiste derrière un mur découpé, des néons dessinant au plafond le croisement des cercles du réel, du symbolique et de l'imaginaire de Lacan, des films projetés, une toile de Modigliani, le plafonnier en damier lumineux du château de Turing avec ses manettes pour jouer, les machines climatiques de l'expédition scintillante qui distribuaient tantôt de la pluie, tantôt du brouillard, mais aussi des personnages qui circulaient coiffés des masques d'animaux de la Toison d'Or, d'autres avec les masques en forme de livres lumineux de The Host and the Cloud, un homme qui annonçait les visiteurs par leur prénom à l'entrée de l'exposition, des aquariums avec d'étranges pierres volcaniques qui flottaient au-dessus d'araignées de mer, un autre encore dans lequel évoluait lentement un Bernard l'ermite niché dans la muse endormie de Brancusi. À Paris, une patineuse est arrivée sans crier gare pour effectuer quelques figures sur la glace noire avant de repartir, ce qui n'était plus possible à Cologne.
Pour la rétrospective, dont le 3e temps a eu lieu au LACMA de Los Angeles, mettant davantage l'accent sur le pan filmique de son œuvre, Huyghe a créé un espace de circulation sans ordre précis, sans parcours prédéterminé ou chronologique, en réutilisant les 6 messes des expositions précédentes, notamment celle de Mike Kelley au Centre Pompidou, dont certains cartels figuraient encore sur les murs. Les cloisons qui laissaient apparaître les tuyaux et la structure métallique de Beaubourg n'isolaient les différents espaces que partiellement, si bien que les bandes-son des différents films se parasitaient les unes les autres selon divers degrés d'intensité. Ce qui m'a frappé d'abord, c'est la cohérence de cette œuvre, qui se manifestait par les ponts que l'artiste opère de l'une à l'autre de ses occurrences. Les personnages se croisent, les motifs et les questions se recoupent, les figures y réapparaissent, sont reconvoquées dans de nouvelles fictions. Pas de chronologie donc, mais des sentiers qui bifurquent, selon les mots de Borges, au sein d'une œuvre qui s'est construite par sédimentation plus ou moins lente, circonvolution, aller et retour, prolongement permanent. Comme si nous pénétrions au fond dans l'univers de Pierre Huyghe, 30 ans de création, 35 presque aujourd'hui, et que la réunion de chaque œuvre, reprise et transformée par leur nouvel agencement, formait une constellation. La rétrospective était bien une situation vivante, une sorte d'écosystème, en d'autres mots, une nouvelle œuvre. Le tour de force saisissant de Huyghe était de jouer le jeu de la rétrospective au sein de 3 grandes institutions internationales, tout en contredisant ses codes, en évitant la fixité de la consécration, en proposant une relecture de son travail décliné dans 3 lieux distincts, qui le mettent à nouveau en mouvement et qui en démontrent admirablement la mutabilité. Lors de mes visites, j'étais parfaitement déroutée parce que ce qui me semblait auparavant pouvoir être saisi distinctement, œuvre par œuvre, volait absolument en éclats. Cette exposition nous faisait éprouver concrètement l'absence de clôture de chaque objet et leurs échos, leur dissémination les uns dans les autres. D'où la difficulté de parler des productions de l'artiste, de les décrire, de les circonscrire, sans avoir besoin d'en convoquer plusieurs et de dériver ainsi de l'une à l'autre dans un mouvement sans fin. Traverser cette rétrospective nous donnait le sentiment d'un immense champ de relations entre objets de diverses natures, dont le tissage proposait un mouvement circulatoire. C'est que les œuvres de Huyghe ne sont en aucun cas des objets autonomes. Elles sont profondément précaires, au sens où elles sont travaillées par une instabilité et une variabilité de principe, une permanence de l'impermanence que le protocole de la situation construite permet. Les créations de Pierre Huyghe obéissent à une méthodologie particulière. Il met en place des conditions qui vont générer une situation vivante, de telle sorte que l'évolution des éléments mis en jeu lui échappe. La plupart du temps, il part d'un lieu et de son histoire, établit un ensemble de règles, et les choses qu'il met en présence dans ce lieu vont produire une situation dont un certain nombre de gens vont faire l'expérience. À partir de là, il réalise ce qu'il appelle des équivalences, qui peuvent prendre diverses formes, un film, des objets, des dessins. Huyghe procède donc par variation pour prolonger ce qui ne s'est déroulé que dans un certain laps de temps et dans certaines conditions. Le film n'est donc pas un document, mais une traduction possible d'un projet, une nouvelle version de celui-ci. Les équivalences donnent également lieu à l'émergence d'éléments emblématiques, parfois de personnages, le chien à pattes roses, la sculpture à l'essaim d'abeilles, dans le cas de Antilde, que Huyghe remet en jeu dans de nouvelles configurations ou dans de nouvelles œuvres, comme autant de marqueurs spatio-temporels des mondes qu'il crée et qu'il croise. Ces éléments, qui ont un statut semi-fictionnel parce qu'au fond ils sont issus de projets antérieurs et qu'en même temps ils sont pleinement là, à nouveau présents, prolongent l'œuvre ailleurs et autrement. On retrouve bien entendu l'influence de Guy Debord et des situationnistes dans l'idée de situation construite et dans la forme transitive et instable de celle-ci. Et là, je cite Debord dans les enregistrements magnétiques. Nos situations seront sans avenir, seront des lieux de passage. Le caractère immuable de l'art ou de toute autre chose n'entre pas dans nos considérations qui sont sérieuses. L'idée même d'éternité est la plus grossière qu'un homme puisse concevoir à propos de ses actes. L'œuvre de Huyghe convoque également l'héritage de Robert Smithson, qui est fondamental dans son travail, les problématiques du site-non-site, de la sortie de la galerie et des traductions possibles d'œuvres dans des espaces en friche, du temps, de la sédimentation, du vivant et de l'entropie. Pierre Huyghe ne pense pas en termes de linéarité, on l'aura compris, mais à partir d'une temporalité plus circulaire et sédimentaire, où passé et présent se convoquent en permanence. Cependant, j'avais l'impression tenace que dans cet entrelac de la rétrospective, les œuvres ne se donnaient pas vraiment à nous,
qu'on ne faisait que passer, que s'y attarder dans des tentatives de capture, mais que l'expérience ne pouvait être que partielle, subjective, accidentelle, contingente, pour employer un mot qui est décidément très présent dans l'air du temps, car Pierre Huyghe annule toute frontalité avec les œuvres, donc toute unité ou unicité de ces dernières. Il veut se débarrasser de l'autonomie des œuvres, comme il veut se départir du dispositif classique de l'exposition. Mais comment opère-t-il cela ? Dans la rétrospective, cela a été dû notamment aux interférences entre les œuvres, à l'instauration d'une perméabilité, d'une porosité de l'ensemble. Mais cette chose que je ne parvenais pas à saisir assez clairement était précisément l'indifférence de l'adresse recherchée par Huyghe, et qui correspondait à ce sentiment de traversée latérale, fugitive, fragmentaire de cet ensemble précaire. Mon expérience de cette situation en forme de rétrospective est une parmi d'autres, et à chaque visite, il se produit de nouveaux agencements dans l'espace d'exposition qui vont s'inscrire d'une certaine façon dans notre mémoire. Comme les situations de Debord, ces œuvres ne sont pas destinées à être simplement vues, mais à être vécues. Or, comment produire une œuvre qui soit parfaitement indifférente dans son existence au spectateur ? Il n'y aurait donc plus de spectateurs, mais des témoins de quelque chose qui continue à avoir lieu, même si personne n'est là pour le voir. Et en effet, les fourmis, les abeilles, les crustacés continuaient à exister et à évoluer dans le musée après sa fermeture. De même pour un tilde, dans le compost du Karlsruhe Park à Kassel, les choses vivent, croissent, pourrissent, sans se soucier d'être exposées. Engendrer de tels écosystèmes nécessite d'ailleurs une maintenance que l'institution artistique n'est pas habituée à gérer. Si je ne parvenais pas à comprendre cette indifférence de l'adresse, c'est que j'étais déroutée par le nouveau type d'expérience esthétique qu'induisent de telles œuvres. Comprendre intellectuellement cette proposition est une chose, la ressentir une autre. Or, pendant un certain temps, ce décalage a persisté en moi, car la compréhension vient d'abord de l'expérience et de sa réitération. Il faut le vivre et que ça sédimente ensuite, donc il faut du temps et de la répétition. Nos habitudes d'appréhension de l'art sont si ancrées que les transformer, les faire évoluer, est un lent processus et qu'elles nous demandent à notre tour de varier. En s'éloignant de la représentation, Huyghe renverse les conditions de l'exposition. Il ne cherche pas à exposer quelque chose à quelqu'un, mais à exposer quelqu'un à quelque chose. Il propose un nouveau paradigme de l'œuvre, une œuvre non plus autonome, fixe, mais une œuvre contingente, vivante, instable. Bien sûr, la clôture de l'œuvre sur elle-même est une illusion en soi. Les œuvres sont toujours hantées, ne serait-ce que par d'autres œuvres, par l'histoire. Ce n'est pas parce que les objets artistiques ont longtemps eu un espace circonscrit, le tableau, la sculpture, qu'elles ne sont pas ouvertes. C'est toute l'histoire de l'art du XXe siècle qu'il faudrait convoquer ici à propos de la déconstruction de l'œuvre comme objet autonome, avec tous ses précédents, de Duchamp au minimalisme, du land art à l'art conceptuel, de l'installation à l'art contextuel ou à l'esthétique relationnelle, sans parler des penseurs qui ont théorisé cet éclatement, Benjamin, Debord, Rosalind Krauss, pour ne citer qu'eux. Pour renverser les conditions de l'exposition, pour faire en sorte qu'un objet ne soit pas donné à voir à un spectateur, mais que des témoins soient exposés à quelque chose qui peut tout aussi bien se passer d'eux, Huyghe s'est rapproché du vivant. Là encore, le rapprochement de l'art et de la vie qui débouche sur de nouvelles formes artistiques a une longue histoire que nous n'avons pas le temps de retracer ici, mais elle est très présente dans les œuvres de Huyghe, de Duchamp et Roussel à Beuys et bien d'autres. Revenons plutôt sur ce que Huyghe entend par la remise en cause des conditions de séparation à propos du statut de la triade œuvre, spectateur, exposition. Un objet d'art donné à voir suppose un lieu de distinction et des conditions de séparation de l'expérience commune, celui du white cube qui met en scène la valeur artistique. Le white cube sépare le monde profane du monde de l'art. Le visiteur, en franchissant le seuil du musée, devient un spectateur et adopte une attitude de réception esthétique normée. Il est au centre de ce dispositif et, de fait, en adopte les codes. C'est l'institutionnalisation de l'art dont de nombreux artistes ont fait la critique en tentant de proposer des situations alternatives. C'est ce que Huyghe questionnait en travaillant pendant de nombreuses années sur les formats de l'exposition. Une des occurrences notables de cette recherche est le principe du on-off du château de Turing à la Biennale de Venise en 2001, où la programmation de l'exposition était un dispositif à part entière. L'ensemble, composé de plusieurs œuvres autonomes, était contrôlé par un ordinateur qui déterminait un temps de visibilité des choses sur un rythme binaire. Ainsi, l'exposition vacillait, n'était pas à plein régime, son intensité variait.
Mais malgré tout, ce dispositif constituait un tout finalement assez compact. Il ne comportait pas assez d'instabilité, d'imprédictibilité, et le spectateur n'était qu'à demi évincé. Un spectateur est une personne qui, à une heure déterminée, fait l'expérience de quelque chose selon un protocole déterminé, dit Pierre Huyghe. Or, c'est précisément ce qu'il cherche à supprimer. Huyghe veut se passer du spectacle et de ses objets, de la performance et de son adresse hystérique, du fait qu'un objet soit fabriqué pour un public et qu'il ait besoin du regard de quelqu'un pour vivre. Huyghe voudrait intensifier la présence de ce qui est et donc de ce qui n'a pas besoin de nous pour exister. L'exposition ne serait dans ce cas plus qu'une infime partie de l'objet, de l'existence de l'objet. Or, toute la difficulté est de parvenir à le faire dans un contexte artistique, avec les contraintes qu'imposent les lieux institutionnels. Et c'est pour cela qu'il cherche à les rendre poreux à la vie et à l'environnement extérieur, en créant des ouvertures, comme dans les extensions de l'espace des musées qu'il a réussi à créer à l'occasion de la rétrospective, ou encore en investissant des lieux en friche à l'écart des sites officiels. C'est le cas d'Untild, mais également de l'œuvre After a Life Ahead, réalisée en 2017 pour le Skulpturprojekt de Münster en Allemagne. Le véritable tournant dans cette recherche a été The Host and the Cloud, en 2009-2010. Ce projet est une expérimentation qui prend la forme d'un laboratoire pour tester différentes formes et différents types d'expositions. Selon sa méthodologie habituelle, Huyghe choisit un lieu à l'abandon en bordure du jardin d'acclimatation du côté du Bois de Boulogne, le musée des arts et traditions populaires, alors fermé au public depuis 2005. 3 séries d'événements vont s'y dérouler à l'occasion de 3 fêtes populaires laïques. Halloween le 31 octobre 2009, la Saint-Valentin le 14 février 2010 et la Fête du Travail le 1er mai 2010. Chacune d'elles engage une centaine de participants répartis en 3 groupes. Le groupe des interprètes, le groupe des membres du personnel autrement appelé le public par Huyghe, et en fin de journée, le groupe des témoins, une quarantaine de visiteurs convoqués pour l'occasion, pour la plupart issus du monde de l'art. Les premiers sont chargés de diffuser une sélection de contenus culturels et historiques au sein des différents espaces du musée. Parmi les interprètes, on trouve donc des acteurs, une top modèle, un danseur, un magicien, un conteur, un marionnettiste. Certains incarnent leur propre rôle professionnel, d'autres endossent des costumes de personnages de fiction célèbres, d'autres portent d'étranges masques lumineux en forme de livres ouverts, d'autres encore rejouent des événements qui ont marqué l'histoire récente, comme le couronnement de Bokassa Ier ou le procès d'action directe. Le groupe du public, le second groupe, donc une quinzaine d'acteurs recrutés pour l'occasion, mais auxquels Huyghe n'a assigné aucun rôle particulier. Le groupe du public, donc, arpente les différentes salles du musée. Ces 15 personnes font l'expérience des situations réalisées par le groupe des interprètes à mesure qu'elles se présentent. Mais ils sont laissés libres de se réapproprier les contenus auxquels ils ont été exposés en les réinterprétant à leur tour. Enfin, l'ensemble de ces situations live se déroule sous le regard des témoins qui n'interviennent pas, sinon comme mémoire vivante de ces événements. En effet, il était important pour Huyghe que les 2 premiers groupes soient indifférents à la présence des visiteurs. On assiste donc à un processus de traduction, une superposition d'interprétations, un enchâssement d'expositions qui rejoue la production d'une mémoire collective, la façon dont elle circule et se fragmente, dont elle est transformée et se redistribue d'une subjectivité à l'autre. L'œuvre laboratoire explore, pour ainsi dire, le phénomène de l'exposition à d'autres expositions et ses mécanismes de répétition et de transformation dans une sorte de continuum et d'effet de miroir déformant. Mais Huyghe ne veut rien figer. Il ne met pas en scène, il laisse les choses suivre leur propre cours de façon aléatoire. Le projet s'interrompt à 2 reprises, puisqu'il s'écoule pendant toute une année, ne surgissant qu'à 3 dates spécifiques, ce qui laisse le temps à Huyghe, dans l'intervalle de quelques mois, de jouer avec les règles de départ. Pour rendre les choses plus instables et imprévisibles, il introduit des animaux, une horde de jeunes chiens, des papillons. Il favorise l'altération des états de conscience, notamment du groupe du public, fatigue, drogue, alcool, état hypnotique, musique, nourriture, sexe. Piste qu'il va suivre et développer dans Untild avec la présence de plantes psychotropes, aphrodisiaques ou sédatives dans le terrain vague du compost. Cependant, cette scansion temporelle et ces réajustements maintiennent une intentionnalité dans laquelle subsiste une forme de contrôle.
Je ne parlerai pas ici du film The Host and the Cloud, L'hôte et le nuage, qui est une équivalence de cette expérience. C'est à la fois un documentaire et une fiction de 2 heures, construit en 3 parties, qui puise dans une 60aine d'heures de rush, captées par 5 caméras lors de ces 3 journées et qui introduit un personnage virtuel, un lapin humanoïde à la croisée de plusieurs sources fictionnelles. D'une certaine manière, le nuage de The Host and the Cloud était déjà une sorte de rétrospective. En le regardant, nous sommes les hôtes d'un esprit lui-même colonisé, d'une mémoire en travail, celle d'un témoin de notre temps et d'un parcours possible de cette expérimentation. Avec l'indifférence de l'adresse, Pierre Huyghe met en évidence une autre forme de séparation qui est propre au vivant. Et là, je convoquerai rapidement 2 auteurs, Jacob von Uexküll et Giorgio Agamben à sa suite. Les mondes animaux et humains, bien qu'ils soient en interaction et coexistent, restent des mondes séparés dans leur mode de perception. C'est l'idée que le naturaliste et biologiste allemand von Uexküll développe dans les années 30 avec le terme d'Umwelt, que l'on peut traduire par milieu, environnement perceptif. Chaque espèce animale possède un Umwelt qui lui est propre. Une tique perçoit le monde comme un monde déterminé par son organisme, ses sens et ses besoins propres. Son milieu est en quelque sorte son cercle, et elle ne peut partager, le cercle d'une autre espèce. Dans l'ouvrage intitulé L'ouvert de l'homme et de l'animal, Agamben développe cette idée. Nous imaginons trop souvent que les relations qu'entretient un sujet animal déterminé avec les choses de son milieu ont lieu dans le même espace et dans le même temps que celles qui nous lient aux objets de notre monde humain. Cette illusion repose sur la croyance en un monde unique où se situeraient tous les êtres vivants. Uexküll montre qu'un tel monde unitaire n'existe pas plus qu'un temps et un espace égaux pour les êtres vivants. Uexküll suppose donc qu'il existe une infinie variété de mondes perceptifs, tous également parfaits et liés entre eux comme une gigantesque partition de musique, quoique non communiquants et réciproquement exclusifs. Les mouches, les fourmis, les abeilles et les animaux marins que Huyghe introduit dans ses œuvres vivent dans des mondes séparés, des cercles qui, s'ils se superposent, se croisent, voire interagissent, ne communiquent pas à proprement parler entre eux. C'est déjà moins le cas avec le chien albatros qui est domestiqué. Mais il faudrait également parler des plantes, des amibes, des microbes, jusqu'aux cellules cancéreuses que Huyghe cultive dans des incubateurs et qui font partie de son vocabulaire artistique depuis quelques années. Ces mondes sont également distincts d'une autre, et il y a là un premier effet de séparation, celui qui sous-tend ou même qui sert de socle à cette indifférence de l'adresse dont nous parlions plus tôt. Ce qui était donc en germe dans Untitled, l'artiste l'a poussé plus loin dans After a Life Ahead en 2017, puis dans Umwelt, l'exposition qui s'est tenue à la Serpentine Gallery à Londres, d'octobre 2018 à février 2019. Dans ces 2 projets, il crée un écosystème qui mène sa vie propre, mais il y introduit la technologie. Il ajoute de la complexité. Il fait coexister systèmes biologiques et systèmes technologiques et organise les conditions d'une interdépendance entre ceux-ci. Il fait se connecter 2 régimes habituellement séparés, le virtuel et le réel, jusqu'à les rendre poreux, malgré leur profonde hétérogénéité. S'ajoute alors à l'indifférence de l'adresse la volonté chez lui de court-circuiter la séparation des mondes, des différents Umwelt mis en présence, en y intégrant le non-vivant technologique. Pour After a Life Ahead, il conçoit un paysage lunaire aux accents d'apocalypse dans une patinoire désaffectée. Il découpe l'asphalte qui supportait la glace de façon chaotique, laissant apparaître les lignes géométriques de la structure d'un puzzle. Il creuse des sillons de 4 mètres de profondeur jusqu'à la formation de nappes d'eau par endroits. Sous la croûte de goudron, la terre, couleur de sable, abrite des colonies d'abeilles et d'insectes. Des pans y circulent. Un aquarium contient des anémones et un conus textile, un mollusque mortellement venimeux dont la coquille dessine le motif d'un système algorithmique. Ce motif, scanné, est traduit en partition musicale dont le son se diffuse dans l'espace. Les déplacements du conus textile sont eux-mêmes traduits par un capteur qui commande la luminosité des parois de l'aquarium. Ces paramètres commandent à leur tour l'ouverture et la fermeture de trappes pyramidales ménagées dans le quadrillage du plafond, laissant pénétrer les intempéries et la luminosité extérieure. D'autres capteurs dispersés dans l'espace, influencent une autre figure emblématique de l'œuvre, un incubateur de cellules cancéreuses. Les données envoyées à cette machine font varier la vie des cellules qu'elle contient, accélérant ou ralentissant leur division. Enfin, la division des cellules cancéreuses est traduite par un algorithme connecté au téléphone mobile des visiteurs,
qui convertit leur évolution en formes géométriques abstraites. Seuls les téléphones permettent de les visualiser. Grâce à cette application de réalité augmentée, le visiteur peut voir ces formes virtuelles se mouvoir dans l'espace de la patinoire et éventuellement se confondre avec les pyramides inversées du plafond. En fonction de leur position dans l'espace et d'un effet de seuil, ces pyramides numériques vont se rassembler, fusionner, se reproduire, puis court-circuiter l'influence du conus textile commandant l'ouverture des trappes. Et inversement, on est dans une sorte d'écosystème tout à fait interdépendant. Tous les agents placés dans cet espace, quelle que soit leur nature, sont en totale interdépendance. Les deux régimes habituellement séparés du réel et du virtuel se superposent et s'affectent l'un l'autre. Pierre Huyghe réitère l'expérience d'un écosystème complexe dans l'espace de la Serpentine Gallery à Londres, en mêlant systèmes biologiques et technologiques. Là encore, il part de la spécificité du lieu. Il utilise les paramètres matériels et conventionnels de l'exposition au sein du White Cube comme des agents de variabilité de l'écosystème dont fait partie le visiteur. Des mouches entrent et sortent de la galerie et parasitent de grands écrans lumineux diffusant des images en mouvement. Ces blocs d'images changeantes ne sont pas des films. Pierre Huyghe cherche vraiment à sortir de la linéarité du montage et de la clôture du film. Ces blocs d'images changeantes ne sont pas des films, mais la traduction du processus d'imagination d'un cerveau humain par une machine. Pour les réaliser, Huyghe a travaillé avec un laboratoire de recherche en neurosciences au Japon. Il a demandé à une personne placée sous IRM de penser à différentes images ou situations et de se les représenter mentalement. Son activité cérébrale a ensuite été traduite sous forme de schémas, puis décodée à travers de multiples réseaux neuronaux connectés à des banques d'images. Il en résulte des images génériques aux allures de chimères. La présence des visiteurs, mais aussi de tous les agents de cet écosystème, affecte ces images en constante métamorphose, les hystérise, comme dit Huyghe, en provoquant une sorte d'emballement de leur transformation. Le « U » que Huyghe décide d'accoler à Umwelt, ou Umwelt, désigne la négation des mondes séparés. Comment penser un écosystème où le partage interespèces devient possible ? Dans ce projet, ce qui normalement limite nos sens tend à être court-circuité, outrepassé. Huyghe tente ici d'abolir la séparation des différents mondes pour les faire communiquer, jusqu'à envisager sur un mode plus spéculatif une communication directe, humain-machine, machine-animal, humain-animal. La porosité des mondes qu'instaure Pierre Huyghe va à l'encontre de l'objet autonome qui se donne pour lui-même, à l'encontre de l'exposition comme exhibition. L'instabilité de ses œuvres les rend particulièrement précaires. De ce fait, l'artiste endosse seul la responsabilité de les faire vivre. Il ouvre d'autres voies dans l'appréhension du champ artistique et rend complexe la question concrète d'une possible maintenance de ces mondes ou de ces œuvres à laquelle les institutions ne sont pas préparées. Dans quelles conditions ces mondes pourraient-ils continuer à exister ? Comment continuer à les faire vivre ? Sont-ils destinés à apparaître pour disparaître aussitôt ? Rares sont les artistes qui ouvrent de telles perspectives. Merci pour votre attention.